Ce qui manque en Colombie. William Aspinall. Écrivain, romancier et critique colombien né à Herveo, une municipalité du département de Tolima. Ce qui manque en Colombie. L'une des vérités les plus incontestables de notre tradition est que la société colombienne est fondée sur l'exemple de la Révolution française et de la Déclaration des droits de l'homme, ainsi que sur ses idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. Lors de la célébration récente du bicentenaire de cette révolution, beaucoup nous ont rappelé à quel point nous en venons intensément et sommes les enfants de son exemple. Cependant, je crois que si la société colombienne et l'appareil de ses institutions démontrent quelque chose, c'est que personne ne vient d'une révolution lointaine et que personne ne peut simplement être le fils de son exemple. On vit une révolution où on ne la vit pas, et la prétention d'hériter de ses emblèmes sans avoir participé à la dynamique mentale et sociale qui lui a donné vie, sans avoir remporté ses victoires ni subi ses souffrances, n'est rien d'autre qu'une retentissante imposture. Notre histoire se caractérise généralement par cette tendance à penser qu'il suffit de répéter avec ravissement les mots qui ont exprimé une époque pour y participer. Il nous suffit de crier liberté, égalité et fraternité, pour que liberté lumineuse, égalité généreuse, noble fraternité règne parmi nous, pour que nous ayons déjà fait notre révolution. Mais en réalité nous nous précipitons pour pousser ces cris pour empêcher cette révolution de venir et pour prétendre que nous l'avons déjà faite. 180 ans après son indépendance de l'Empire espagnol, la Colombie est une société antérieure à la Révolution française, antérieure aux Lumières et antérieure à la Réforme protestante. Sous l'apparence d'une république libérale, c'est une société seigneuriale colonisée, honteuse d'elle-même et hésitante à relever le défi de se connaître, de se reconnaître et de tenter des institutions nées de sa propre composition sociale. Depuis la découverte de l'Amérique, la Colombie est une société incapable de tracer son propre destin, elle a officié sur les autels de plusieurs puissances planétaires, elle a tenté d'imiter leur culture, et la seule culture dans laquelle elle a radicalement refusé de se reconnaître est le sien, dans celui de ses indigènes, de ses criollos, de ses noirs, de ses mulâtres et de ses métissages croissants. Elle a aussi refusé, après que la magnifique expérience de l'expédition botanique fut noyée dans le sang, de se reconnaître dans sa nature. Pour cette raison, il paie aujourd'hui les conséquences de son manque de caractère inouï. Elle a permis à d'autres peuples d'imposer une interprétation sociale et éthique de certaines de ses richesses naturelles. Elle a assumé le rôle passif et misérable de témoin de la façon dont la logique de la société industrielle transforme, par exemple, la feuille de coca en cocaïne, la consomme frénétiquement, irrigue les veines de son économie avec son commerce, et déclare enfin les pays qui la cultivent, traitez-le et vendez-le comme le véritable responsable du fait et les seuls qui doivent le corriger. Ainsi, un problème qui compromet la crise de civilisation, l'incapacité des sociétés modernes à offrir sérénité et bonheur à leur foule, le vide éthique typique d'une époque déclinante, et le besoin croissant de cette époque de s'étourdir de spectacles et de substances de plus en plus nombreuses. Excitante, elle est transformée par des gouvernements irresponsables et des empires sans scrupules en un problème policier, et ce sont toujours les pays périphériques servals qui s'en mêlent qui finissent par être diabolisés par le doigt impérial. C'est parce que c'est une loi fondamentale de tout pouvoir que la faute en incombe toujours aux autres, et surtout aux faibles. La raison pour laquelle les êtres humains ont tant de mal à trouver les causes du mal est que la dernière chose que nous faisons est de regarder nos cœurs. Nous regardons toujours dans le cœur du voisin pour trouver le coupable, et nous sommes abasourdis par l'infinie présomption de notre propre innocence. C'est ainsi que fonctionne l'Empire. Elle incite, paie, consomme, produit des substances transformatrices, peaufine les procédés, développe des méthodes de commercialisation, entretient d'immenses appareils d'État voués à l'instigation du trafic pour le connaître et pouvoir le réprimer, permet à des légions d'officiels de s'avilir et de se trahir dans nom du pays et de la communauté, sacralise des pratiques dégradantes et répugnantes sous le vieux drapeau que la fin justifie les moyens, et se déclare finalement innocent d'un complot et appelle à la croisade des purs contre les démons. Mais ce qui se passe dans le domaine des relations internationales, et qui répète ce qui s'est toujours passé dans les relations inégales entre le pays et les autres, n'est qu'un des cadres dans lesquels évolue l'incroyable réalité de notre pays. Comment faites-vous vivre une société dans laquelle tout le monde sait que pratiquement rien ne fonctionne ? Des téléphones publics qui ne sont pas bons pour passer des appels au pont qui ne sont pas bons pour être utilisés et les fonctionnaires qui ne sont pas bons pour assister les gens et les forces armées qui ne sont pas bonnes pour défendre la vie des citoyens et des juges qui n'ont pas l'habitude de juger et des gouvernements qui n'ont pas l'habitude de gouverner et des lois qui n'ont pas l'habitude d'être respectées, le spectacle que la Colombie offrirait à un hypothétique observateur bien
Intentionné et sensé serait amusant s'il n'y avait pas le vivier de sang dans lequel il repose. N'importe quel Colombien le sait, rien ici ne sert un objectif public. Ici, il n'y a que des intérêts privés. Le Colombien ne conçoit que des relations personnelles, il ne conçoit que son intérêt personnel ou familial réduit, et à cette seule fin il subordonne toute son activité publique et privée. Des mots comme patrie font rire les Colombiens, et les seuls êtres qui y croient, les soldats qui marchent en chantant vers les camps de guerre, sont des victimes innocentes qui ne peuvent que faire pour leur patrie et mourir pour elle. Tous les autres ont créé une entreprise privée. Et le plus étonnant, c'est que l'État lui-même est l'affaire privée de ceux qui l'administrent à presque tous les niveaux. Malheur à qui veut moraliser ou donner l'exemple dans un tel cloaque d'appétit. Malheur aux fonctionnaires qui essaient de travailler efficacement, quand tous les autres tirent leur sécurité d'une sorte d'accord tacite pour tout entraver et permettre à l'État de n'être qu'un organisme qui perpétue le désordre et l'inefficacité sociale. De l'État colombien, on peut dire qu'il présente deux caractéristiques absolument contradictoires. C'est-à-dire, c'est un État qui n'existe pas du tout, et c'est un État qui existe infiniment. S'il s'agit de remplir les fonctions qui correspondent universellement aux États, assurer la sécurité sociale, assurer la protection du citoyen, garantir la santé, l'éducation, la propreté publique, l'égalité devant la loi, le travail, la dignité des individus, reconnaître les mérites et punir les fautes, l'État n'existe pas du tout. Mais lorsqu'il s'agit de choses viles, piller le trésor public, écraser les citoyens, persécuter les vendeurs ambulants, expulser les sans-abri, profiter des biens de la communauté et, surtout, garantir les privilèges, l'État existe à l'infini. Rien n'a jamais été vu plus utile aux puissants et plus cultivé avec les humbles que l'État colombien. Et pourquoi ? Parce que pendant longtemps, l'État en Colombie n'a été qu'un instrument pour permettre à une bande étroite de puissants de posséder le pays, de leur ouvrir toutes les opportunités et de leur paver tous les chemins, et en même temps d'être le mur qui empêche tout avancement social. Toute transformation, toute sensibilité vraiment généreuse. L'État colombien est un État absolument anti-populaire, majestueux, oppressif et mesquin, fait pour maintenir la grande majorité de la population dans la prostration et l'indignité. Il n'y a ni grandeur ni véritable esprit national en lui. Avant, pour le vérifier, il fallait aller voir comment les villes de la côte pacifique, les villes de l'intérieur de Bolivar, les régions agricoles, les villages perdus restent abandonnés. Maintenant il suffit de parcourir les rues centrales de la capitale. Maintenant il n'y a pas un seul champ de réalité dans lequel on puisse dire que l'État aide la nation, formule un objectif, construit un pays. Mais où sont les autoroutes, où sont les ponts, où sont les chemins de fer, où sont les chantiers navals, où sont les ports, où est la justice, où est la sécurité sociale, où est l'agriculture, où est l'emploi, où est la sécurité des champs, où est le travail de l'État? Ce vol, cette mesquinerie, cette irresponsabilité dans tous les domaines de la vie, est-ce l'État devant lequel nous devons nous plier, et que nous ne pouvons pas critiquer car nous serions accusés d'attaquer les institutions? On m'a appris, enfant, que toute tyrannie se déguise sous le masque de la respectabilité, mais il est facile de savoir quand une nation est aux mains d'un tyran. Si personne ne peut attendre de lui des solutions, si tout le pays perd espoir, si les gens ont peur d'exiger, de critiquer, d'échouer. Si l'impunité et la misère règnent, si les campagnes sont aux mains des guérillas, les villes aux mains des criminels, l'économie aux mains des trafiquants et les relations avec le monde aux mains des délégués de l'Empire, est-ce qu'un État-nation ? N'est-ce pas plutôt la tyrannie honteuse d'une caste de bureaucrates irresponsables voués à se flatter les uns les autres, la chorégraphie des révérences réciproques de tous les agents de la corruption? Où est l'immense richesse nationale que proclament les journaux économiques spécialisés? Pourquoi profite-t-elle si peu à la communauté dans son ensemble? Quelle est cette mascarade à laquelle nous donnons le nom d'institution? Mais le plus grave de tout cela, ou peut-être le seul sérieux, n'est pas que nous ne sachions pas où sont les grandes œuvres, les grands dessins ou les grands exemples. Le grave est que nous ne savons pas où se trouve l'immense pays qui souffre de ces misères politiques. Personne ne se plaint, personne ne se rebelle. Personne ne prend la défense du droit légitime à l'indignation. Personne ne vient nous répéter que la Colombie était une grande nation et qu'elle était fondée sur de grands idéaux. La ville est silencieuse. Qu'il est pauvre, nous le savons par les statistiques. Qu'il est sans travail, nous le savons grâce aux statistiques. Qu'il n'a aucune protection, nous le savons grâce aux statistiques. Mais où sont ceux qui revendiquent, ceux qui s'affirment, ceux qui revendiquent? Où sont même ceux qui demandent? Rien n'est entendu. Silence et brume. Soufflez des arcanes.
La lumière ment, la chanson ment. Seule expire la rumeur d'un vague vent volant sur les voiles. Ce que le poète a entendu il y a 50 ans est ce que nous continuons à entendre. Mais si personne ne se plaint, alors toutes ces invectives ne sont-elles pas une injustice démesurée? Se pourrait-il qu'il y ait effectivement un effort de l'État pour remplir son devoir et que c'est pourquoi les citoyens se taisent et attendent? Les grands journaux n'ont-ils pas raison de dire que c'est un peuple exemplaire et patient qui sait comprendre les efforts de la classe dirigeante pour l'éduquer, le cultiver, le ranger? La foule ignorante ne mérite peut-être pas grand-chose, mais apparemment, elle sait être reconnaissante. Il ne se rebelle pas, il ne demande même pas, il attend simplement avec une patience exemplaire que la récompense d'une si longue attente tombe un jour entre ses mains. Mais la vérité est que les gens n'attendent rien. Ou mieux dit, n'attendez même pas. La Colombie, il faut le dire, a une triste caractéristique, c'est un pays qui s'est habitué à la mendicité, c'est-à-dire un pays qui a renoncé à sa dignité. Il n'y a pas que des mendiants dans les rues, l'État veut habituer les citoyens à mendier. L'État, par exemple, ne remplit pas ses fonctions. Il n'a pas d'argent, dit-il, puisque les citoyens ne paient pas d'impôts comme ils le devraient. Cependant, les citoyens ne paient pas d'impôts comme ils le devraient car l'État n'investit pas mais détourne des fonds, gaspille et vole. Ainsi le cercle irrémédiable est bouclé. Mais puisque l'État ne s'exécute pas, voici les particuliers. L'entreprise privée, par exemple, va nous faire la faveur d'aider les gens. Parfois des missions caritatives d'entreprises viennent dans les communes déprimées, sur les côtes abandonnées, dans les villes perdues pour faire ce que l'État n'a pas fait. D'une part, bien sûr, toutes ces missions philanthropiques obtiennent des exonérations et une reconnaissance de l'État. Mais la société doit aussi de la reconnaissance à ces généreux apôtres de l'intérêt public. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Que nous sommes habitués à recevoir et à remercier en aumône ce qui nous est dû de droit. Ainsi, la vie devient un miracle qui n'est possible que grâce à la philanthropie de quelques-uns, et la société n'est jamais composée d'individus libres et hautains, d'êtres dignes et entreprenants qui se sentent en droit d'exiger, qui se sentent les porte-paroles de la volonté nationale. Mais par des mendiants soumis et reconnaissants. Mais l'État lui-même ne cesse de mendier, et c'est seulement dans ce domaine qu'il assume sa fonction d'exemplarité. S'il y a une catastrophe, un tremblement de terre, par exemple, et que dans une ville de taille moyenne, 10 immeubles s'effondrent, nous pouvons être sûrs que lorsque le chef du bureau des catastrophes est interrogé sur ce qui est fait pour répondre au problème, le responsable dit « Nous demandons déjà de l'aide aux organisations internationales ». Comment? Un pays qui n'est pas capable de reconstruire 10 immeubles effondrés? Un pays qui pense d'abord à demander l'aumône aux organismes planétaires? C'est l'exemple de notre État. Pendant qu'ici les fonctionnaires et les entrepreneurs volent avec l'argent des contribuables, laissons les organisations internationales reconstruire nos bâtiments. Et ainsi se répand le plus dangereux, le plus décourageant, le plus engourdissant des maux de la nation, l'indignité, le manque d'orgueil, le terrifiant manque de caractère qui ronge le pays et dont presque tous nos gouvernants sont des représentants notables. Tantôt leur mémoire peut leur faire défaut, tantôt leur responsabilité peut leur faire défaut, tantôt leur éthique peut leur faire défaut, toujours, au moment où c'est le plus nécessaire, leur caractère leur fait défaut. Et en cela ils ne font que montrer qu'ils sont aussi colombiens que les autres, car s'il manque quelque chose à notre pays, c'est du caractère. C'est pourquoi nous ne nous faisons pas confiance, c'est pourquoi nous ne nous sentons pas entre de bonnes mains quand nous sommes entre les mains de nos compatriotes, c'est pourquoi nous n'achetons pas ce que nous produisons et c'est pourquoi nous ne valorisons que ce que les autres produisent, c'est pourquoi nous n'inventons presque rien, et parfois nous n'apprécions jamais ce que nous inventons. Mais sommes-nous coupables de ne pas avoir de caractère? Et en quoi se révèle-t-il que nous en manquons? En premier lieu, quand quelque chose est devenu tellement nôtre, il faut déjà l'assumer comme un destin, et face à cela, il n'est possible que de l'affronter ou de le changer. Nous ne pouvons pas nous réfugier sous prétexte que nous ne sommes pas la cause de nos maux, que nous sommes des enfants de l'histoire. Si nous sommes des enfants de l'histoire, l'histoire nous a appris qu'elle peut prendre des tournants mus par la volonté collective de changer. Mais pourquoi changer? C'est là qu'il faut déshabiller le danger du manque de caractère. Par exemple, une infirmière fait une erreur en administrant un médicament. S'il a du caractère, il pourra faire face à la responsabilité de son erreur, il tirera la sonnette d'alarme, il dira « J'ai eu tort, j'accepte ma faute, mais faisons quelque chose, ne laissons pas cette personne mourir ». S'il n'a pas de caractère, il essaiera d'empêcher les autres de découvrir l'erreur, et avec cela, il produira une chaîne d'événements horribles.
Plus tard, le directeur de la clinique, avec son manque de caractère correspondant, au lieu d'accepter le fait, cachera l'erreur pendant 3 jours, niera aux médias qu'elle s'est produite, et nous nous sentirons tout. Que c'est un pays dans lequel on ne peut faire confiance à personne. Cela se produira dans tous les domaines de la vie, et nous finirons par nous sentir entre les mains de personnes irresponsables et insensées qui n'ont pas le courage et l'intégrité pour affronter les difficultés et les résoudre avec galanterie et dans le respect des autres. C'est pourquoi ici, à chaque fois que quelqu'un commet une erreur, il hurle sur sa victime, pour qu'il ne pense pas qu'il montrera la faiblesse d'assumer l'erreur. Et si l'autre se plaint, il deviendra agressif. Une grande partie de notre agressivité est de la faiblesse et de la stupidité. Tout comme notre cruauté correspond à un douloureux manque d'imagination. N'avons-nous donc aucune vertu? Je pense que nous en avons beaucoup. Mais la vérité est que nous ne les remarquerons que lorsque nous reconnaîtrons nos lacunes. L'un d'eux est la simulation. C'est un défaut qui naît du sentiment d'infériorité. La jeune femme qui voyage à Miami a le sentiment que parce qu'elle est colombienne, elle est naturellement inférieure aux Nord-Américains. Alors, à son retour, elle tentera de montrer que son voyage l'a transformée en étrangère, ou a allégé sa honteuse condition créole. Il prétendra alors appartenir à cette illustre tradition. Ainsi, cette simulation, cette imposture, qui semble de l'arrogance, est un acte de servilité et d'humilité ridicule. C'est ce qui arrive quand les publicitaires créoles se parlent en anglais pour s'éblouir, quand les jeunes essaient de s'impressionner avec les marques des vêtements qu'ils portent. Toute authenticité est considérée comme un manque, car vous avez un profond sentiment d'indignité et de petitesse, il faut donc vous affirmer dans les marques, dans les poses, dans les symboles. Le jeune homme qui passe quelques mois en France arrivera visiblement méthodique, celui qui en passera quelques mois en Allemagne arrivera sévèrement méthodique, et cela ne témoigne en principe ni d'une capacité d'apprentissage ni d'une hospitalité mentale mais de la même vieille faiblesse de caractère. Celle qui fait des publicités télévisées pleines de gens aux traits fins et aux yeux clairs, car les métis qui ont toujours dirigé le pays restent honteux de leur visage, de leur langue, de leur esprit, seules les physionomies sacralisées par une esthétique servile, seuls les goûts hérités par notre traditionnel manque d'originalité, peut s'exprimer. Ainsi continuons-nous à jouer le jeu que nous sommes exclusivement une nation blanche, catholique et libérale, même si nos villes sont l'exemple le plus notable de métissage et de mulâtresse sur le continent, bien que notre vie religieuse soit la combinaison la plus étonnante de spiritisme, de sainterie, de sorcellerie, d'animisme et d'hypocrisie que l'on puisse trouver, bien que notre vie politique se caractérise par le fait que le président de la République est élu par 10% de la population, exactement le même pourcentage qui vit directement ou indirectement de l'État. Il y a eu très tôt dans notre pays cette tendance à exclure et à disqualifier les autres, ce qui nous a amenés au sommet de l'intolérance et de l'hostilité sociale que nous subissons aujourd'hui. Un Colombien ne se reconnaît guère dans un autre sans une longue série de contrôles d'ordre ethnique, économique, politique, social et familial, si vous ne faites pas une exploration approfondie de votre lieu de travail, du quartier dans lequel vous vivez, des vêtements que vous portez et des personnes que vous rencontrez. Et bien sûr cette hostilité n'est pas seulement celle des riches envers les pauvres, ces derniers ressentent à leur tour le malaise d'entrer en relation avec des personnes qui appartiennent à un autre monde, et ils ne cessent d'exprimer le déplaisir causé par le rituel des simulations qui caractérise la vie. Société des autres classes. Le mépris majestueux pour les humbles à l'un de ses plus grands bastions dans ce pays. Beaucoup croiraient qu'il s'agit d'un phénomène universel, mais il suffit de visiter d'autres pays pour comprendre que certains principes de la démocratie sont en eux des réalités, certes imparfaites, mais beaucoup plus proches de l'idéal que suggère la démocratie. Des pays sans conditions extrêmes de misère, des pays qui respectent le travail humain, le valorisent et le récompensent, des pays qui ne s'autorisent pas l'indignité d'avoir leurs rues infestées de mendiants, des pays qui ne s'autorisent pas le spectacle dégradant d'avoir des gens dans la rue qui ils se nourrissent d'ordures. Car là l'absurdité et l'insignifiance de nos aires de cour sont mises à nu. Alors qu'en Amérique du Nord on dit simplement la Maison Blanche, pour désigner le centre de gouvernement le plus puissant de la planète, dans ce pays le siège du gouvernement s'appelle encore palais, comme on a appris à le dire depuis les jours quand l'ombre de l'Escorial obscurcissait nos âmes. Et les gouvernements n'ont pas honte qu'El Palacio soit à quelques mètres du dernier puits de la misère humaine, la cale d'El Cartuco où se trouvent de nombreux êtres humains de ceux que notre insensibilité appelait jetables. Mais peut-être que ce que les gouvernements veulent, c'est se voir dans ce symbole, le pouvoir et la racaille coexistant dans le même quartier, la plénitude caricaturale de nos institutions.
Traditionnellement, les pays s'identifient à eux-mêmes sur la base du sentiment d'appartenir à une même ethnie, à une même tradition, sur la base de preuves d'affinité. Mais la principale caractéristique de la modernité inaugurée par la découverte de l'Amérique est la convergence sur chaque territoire de la plus grande diversité ethnique, religieuse et culturelle imaginable. Les empires ont toujours été victimes d'une contradiction profonde. Ils cherchent à unifier le monde sous une puissance unique, mais dans cet effort ils arrachent des cultures particulières à leur niche isolée et les mettent en contact avec d'autres. Le résultat n'est généralement pas la dissolution des nations et des tribus sous l'influence de la culture officielle, mais plutôt une exacerbation du nationalisme. L'Empire romain a échoué dans sa tentative d'unir l'humanité, suivant la devise d'Alexandre, un empire sous un seul Dieu. Les cultures locales n'ont jamais cessé d'exister et aujourd'hui, 20 siècles plus tard, l'Europe est un continent aussi divisé en cultures, traditions et langues particulières qu'il l'était lorsque l'Empire tenta de s'imposer. Enfin, le pouvoir arrogant des empereurs et des patriciens succomba aux migrations que suscitait le même pouvoir de Rome. La splendide et turbulente capitale devint un centre magnétique qui attirait les hommes et les femmes de tous les coins, et ce siège des rivages contre le centre de l'Empire est ce que nous appelons sa décadence et sa chute. Quelque chose de similaire se produit aujourd'hui. Le grand empire contemporain, en exaltant son modèle de vie comme une loi universelle, ne peut empêcher les foules crédules de la planète de se précipiter vers le centre attiré par l'irrésistible aimant. Mais les hordes d'immigrés ne viennent pas se soumettre au paradigme de la civilisation, ils viennent désireux de profiter de ses avantages sans renoncer à leurs particularités nationales. Les immigrants sur le territoire nord-américain, par exemple, cherchaient autrefois à être américains, à oublier dans la splendeur de leurs nouvelles conditions les difficultés de leur ancienne patrie, la persécution et la pauvreté. L'Amérique était le royaume de l'espoir. Aujourd'hui, personne n'ignore que les pauvres du monde y arrivent, non parce qu'ils sont déçus de leur patrie d'origine, qu'ils portent de plus en plus ardemment dans leur cœur, mais parce qu'ils sont poussés par la nécessité. L'Amérique n'est plus un royaume d'espoir mais un royaume de désespoir. Il n'est pas surprenant que les immigrés profitent du nouveau monde mais se sentent de plus en plus appartenir au petit pays dont ils sont issus, et cela d'autant plus que les communications modernes leur permettent d'avoir un contact quasi quotidien avec leurs origines. La Colombie a été intégrée à la modernité par la découverte, et il serait difficile de trouver une nation réunissant autant de contradictions typiques de notre époque. Le conflit entre les peuples autochtones et les peuples envahisseurs est en elle depuis le début. Comme ce conflit n'a pas conduit à une extermination de la population indigène à la manière de l'Amérique du Nord, un troisième élément de conflit est apparu, le métissage, qui, étant le produit de races qui se répugnaient et se disqualifiaient, n'en devenait pas une synthèse mais un nouveau concurrent, incapable de s'identifier à lui-même et qui a toujours cherché dans le lointain et dans l'illustre sa justification et son langage. Il y a aussi les peuples afro-américains, dont les parents sont arrivés comme étrangers et esclaves. Leurs enfants actuels, théoriquement libérés de l'esclavage, continuent d'être considérés comme des étrangers par le reste de la société, et n'ont pas encore entrepris une grande conquête du monde auquel ils appartiennent inaliénablement. Mais en plus des conflits ethniques, catégoriquement niés par l'établissement alors qu'ils se manifestent de mille manières différentes dans la vie quotidienne, un conflit plus profond est celui qui oppose les élites économiques et politiques au reste de la société, discriminée par sa pauvreté et exclue de toutes les opportunités. À cela s'ajoute le fait qu'à partir des années 1940, s'est amorcé un colossal processus d'exode des paysans vers les villes, fuyant la violence rurale impitoyable, processus qui a inversé en moins d'un demi-siècle les proportions de population urbaine et de population paysanne. Ce ne serait pas si grave si ce petit secteur urbain, dirigé par l'arrogante capitale de la République, avait profondément honte du pays auquel il appartenait et recevait les paysans avec une incompréhension, une hostilité et une incompréhension vraiment honteuses. Inhumanité. Les paysans venaient d'une culture ancienne. Ils avaient une sagesse dans leur rapport à la terre, un langage plein de grâce, où la rudesse et la tendresse trouvaient une expression éloquente et vivante. Ils étaient des êtres dignes et sereins incorporés dans une relation profonde et profitable avec le monde. Du jour au lendemain, ces êtres ont été emportés par un vent furieux qui les a arrachés à l'ancienne stabilité de leur univers et les a jetés sans défense dans un monde impitoyable. Sa simplicité était perçue comme de l'ignorance, sa noblesse comme de la bêtise, sa sagesse élémentaire comme de la stupidité.
Il est impossible de décrire combien de fois les vastes masses de paysans expulsés se sont soudainement retrouvés étrangers dans leur propre patrie, et l'étiquette montagnard est devenue le stigmate avec lequel la Colombie a tourné le dos à son passé et a abandonné ses enfants entre les mains de les préjugés de la modernité. Du coup, le pays de la simulation, incapable de construire quelque chose qui lui soit propre pour se reconnaître, ne découvre les paradigmes du progrès que pour les utiliser contre lui-même, et s'incline comme toujours, sans critères, sans caractère, sans réflexion et sans mémoire, devant les dictats d'un hypothétique monde supérieur. La principale caractéristique des classes dirigeantes colombiennes n'a pas été la méchanceté, la cruauté ou le manque de noblesse, mais fondamentalement la stupidité. Ou plutôt c'est de cette bêtise que tous les autres mots jaillissent comme des têtes d'hydre. Dans tous les pays du monde il y a des riches et des pauvres, il y a des gens favorisés par la fortune et des gens abandonnés par elle. Mais les classes dirigeantes du grand monde ont non seulement assumé très tôt leurs devoirs patriotiques, se sont identifiées à la réalité à laquelle elles appartenaient et ont admis un principe de dignité dans la multitude de leurs nations, mais ont aussi essayé d'être cohérentes. Lorsqu'ils ont fondé des institutions fondées sur des principes élémentaires d'égalité des chances et de respect de la dignité humaine, ils ont essayé d'être au moins fidèles à ces principes. Quelque chose leur a appris qu'on ne peut pas laisser proliférer impunément la misère et l'indignité. À cela a contribué en bien des endroits l'éthique de certaines religions qui se sentaient responsables de leurs fidèles, une éthique qui compromettait la conduite, alors que l'on sait déjà que l'éthique religieuse de notre nation repose étonnamment sur le critère que celui qui pêche est pris en pâtat, et suggère que la vie religieuse ne consiste pas à bien faire mais à se repentir à temps. Ici, les gens sentent qu'ils accomplissent leurs devoirs religieux non pas s'ils sont nobles et généreux avec les autres, conformément aux préceptes du Christ, mais s'ils respectent la liturgie. Pour être sauvé, il ne fallait pas se conformer à l'humanité, il suffisait de se conformer à l'Église. Dès le début, la pauvreté a pu proliférer ici, car ces êtres d'autres races et d'autres cultures ne méritaient pas le respect et les soins des bonnes personnes, et ils ne méritaient guère la charité. C'est pourquoi, depuis l'époque coloniale, il y a des gamines à Bogota, et il est significatif que même pour les nommer, ils aient eu recours à l'imposture d'une autre langue. Les appeler ainsi, à la française, a non seulement légitimé leur existence, mais a également établi une distance culturelle avec eux. Même les enfants indigènes servaient ces créoles sans caractère pour se sentir supérieurs, pour se sentir beaux et illustres. L'idée que la pauvreté est le problème des pauvres a fait son chemin très facilement dans ces terres de Dieu. Dès lors, les puissants sentent qu'ils font suffisamment leur devoir s'ils consacrent une fraction de leur fortune à la charité. Mais l'État existe depuis l'origine pour défendre des privilèges, et bien qu'il proclame au clairon ses racines républicaines et révolutionnaires, il est déjà cette monstruosité à deux visages qu'il continuera d'être pendant des siècles. Il avait un visage pour servir les puissants, fait de déférence et de servilité, et un autre, fait d'arrogance et de férocité, pour expédier les pauvres. Les castes sensées des autres nations ont compris que laisser la misère s'étendre, c'est alimenter un danger extrême. La pauvreté n'est pas un problème pour les pauvres, c'est un problème pour l'ensemble de la société, et Bernard Shaw a dit il y a plusieurs décennies que permettre à la misère d'exister, c'est permettre à toute la société d'être corrompue. Cette insensibilité, cet égoïsme, ce manque d'engagement envers les autres ne nous feront pas payer en enfer, ils nous font payer ici, sur terre. En permettant qu'il y ait des êtres misérables et impuissants qui grandissent dans la faim, dans l'indignité et dans l'incertitude, tout le reste est ruiné. Ce n'est pas que les pauvres ne peuvent pas vivre dans ce pays, c'est que les riches ne peuvent pas vivre non plus. Laisser exister l'extrême pauvreté, c'est faire pousser les clôtures autour des habitations, les serrures se multiplier, et une armée de vigiles privés est nécessaire, c'est de faire en sorte que les enfants ne puissent plus aller à l'école en paix, qu'ils ne puissent pas sortir en toute confiance dans les parcs. La stupidité retentissante des propriétaires du pays a finalement signifié qu'ils ne peuvent pas non plus être les propriétaires du pays, que les rues sont un no man's land, que nous nous sentons tous assis sur un baril de poudre. Maintenant, enfin, ceux qui ont toujours profité des misères nationales, ceux qui ont même fait leur affaire de la misère des autres, commencent à sentir que quelque chose pue au Danemark, et se précipitent pour chercher, comme toujours, le coupable. Ils mettront du temps à comprendre, comme Oedipe, qui est responsable des fléaux de Thèbes. Une bêtise incroyable a fait que personne ne puisse enfin profiter de ce qu'il a, et le pays de l'égoïsme, de la mesquinerie et de l'exclusion se dévore en se demandant pourquoi, si nous rêvons tous de bonheur et de prospérité, nous nous voyons tous sombrer dans l'incertitude et noyés par mal.
Alors on s'agite en pointant du doigt le mal à l'extérieur de nous, dans le manque de valeur des autres, dans la perte des vertus républicaines par le reste, dans un complot satanique de malfaiteurs, parce que nous ne sommes pas capables de regarder nos cœurs. Chesterton disait que le bien ne consiste pas simplement à s'abstenir de faire le mal, que le bien ne peut être qu'une vertu négative et passive, que le bien doit être quelque chose qui marche, quelque chose de perceptible par ses fruits, tout comme le blanc est une couleur et non une simple absence de couleur. C'est pourquoi j'ai dit au début que le pire des maux de la Colombie n'est pas ce qu'on voit, mais ce qu'on ne voit pas. Les immenses exclus qui ne s'expriment pas, ou qui ont tellement perdu confiance qu'ils ont préféré se replier sur la vie personnelle, vivant en marge de l'État corrompu et hostile, essayant de se sauver, tant bien que mal, et voué à la tâche à la fois précaire et héroïque de chercher sa subsistance dans un combat de tous contre tout, car aucun dessein collectif ne peut être justifié, car personne ne peut se sentir digne et fier de faire partie d'une nation. Cela se comprend dans la mesure où la rhétorique nationale a dégradé tout le langage des grandes causes, gaspillé tous ces mots énormes, ces abstractions illustres, jusqu'à les transformer en symboles de trahison et d'imposture. Je crois sincèrement qu'après Georges Éliée-Séguétan, aucun politicien n'a prononcé des paroles qui établissent véritablement une communauté, des liens de solidarité entre les Colombiens. Depuis lors, la Colombie continue de rejeter ses espoirs dans les cimetières et désormais, en tant que haut symbole de l'époque, ne croit en rien. L'image que nous offre aujourd'hui la Colombie, intimidée par elle-même, acculée à elle-même, engloutie dans un nœud de guerre cruel et stérile, où tous ceux qui obtiennent quelques bénéfices ferment les yeux et se répètent que ce n'est que pour l'instant, que la tempête passera, cette image confuse pourrait être décrite par ces vers de W. B. Yeats, les meilleurs manquent de toute conviction, tandis que les pires sont pleins d'une intensité passionnée. Oui, le problème avec la Colombie est l'incapacité à réagir, la perte de confiance, la perte d'espoir, le manque de caractère écrasant qui nous fait commettre l'erreur de tendre la main à la société que nous avons et au lieu de le reconnaître, fermons le yeux, en nous refusant la transformation difficile mais prometteuse que l'histoire exige de nous. Seulement quand les grandes multitudes de ce pays, y compris les secteurs dirigeants capables de changer leur folie pour quelque chose de plus intelligent et de plus pratique, seront remplis de la conviction que le pays serait meilleur si on arrêtait les impostures, les simulations et les exclusions, ce n'est que lorsque le pays abattu et méfiant sera rempli de l'intensité passionnée qu'ont aujourd'hui seuls ceux qui vivent de la guerre et du chaos que nous deviendrons dignes d'un destin différent et que nous pourrons changer ce concert de plaintes inutiles qui se fait entendre partout, pour quelque chose de plus heureux et de plus fructueux. Nous voudrions que les téléphones publics soient utilisés pour passer des appels, que les moyens de transport fonctionnent, que les autoroutes servent à transiter, qu'elles soient correctement signalisées pour que le trajet le plus élémentaire ne nous coûte pas tant de travail, que la technologie que nous utilisons consulte le pays dans lequel elle est appliquée, et ainsi les routes ne s'enfoncent pas à cause de ceci ou ne se fissurent pas à cause de cela, que les produits de notre nature soient connus et utilisés de manière raisonnable, que nous ne permettions pas à d'autres peuples et à d'autres préjugés de dicter la manière dont nous gérons notre richesse, laisser agir la justice. Mais pour cela, il faut savoir comment on est et à quoi on peut s'engager dans un contrat social. Depuis des siècles, nous désobéissons à des codes parfaits, transgressons d'admirables réglementations et vantons la perfection d'institutions que personne ne respecte. Nous voudrions que les ponts ne tombent pas. Que les forces armées servent à défendre la vie, l'honneur et les biens des citoyens. Qu'on avait vraiment le droit de travailler. Ce travail, comme l'a voulu Georges Éliée-Séguétan, était aussi précieux chez nous que chez ces peuples que nous admirons tant et dont nous apprenons si peu en nous livrant à de vaines simulations. Nous voudrions vivre dans un pays de personnes dignes, où la pauvreté ne signifie pas le mépris social ou la misère morale, où l'État s'efforce de rendre digne la population, où la police a quelque chose de mieux pour les pauvres que les clubs et apprend à être les serviteurs de la communauté, au lieu des pouvoirs arbitraires qu'ils sont maintenant obligés d'être. Nous voudrions trouver des peuples dignes et sereins à travers l'incomparable géographie nationale, que le meilleur que nous sommes émerge sur nos visages, cette noblesse, cette hospitalité, cette familiarité qui ont toujours caractérisé nos villes paysannes et qui s'encouragent encore sous les tensions et la violence de la modernité, ne meurent pas. Nous voudrions voir les chemins de fer, les chantiers navals, les ports, voir les littoraux favorisés par un État vraiment national et vraiment respectueux.
Et nous voudrions que l'État colombien, qui a déjà contraint la nation non seulement à vivre sans incitations et sans protection, mais aussi à vivre en dépit de ses institutions, devienne un État peu efficace dans les questions fondamentales d'intérêt public qui concernent, cesserait d'être un instrument de défense des privilèges et de garantie des inégalités, et nous donnerait, comme Bourges le voulait de tout État, un strict minimum de gouvernement. En Colombie aujourd'hui, il ne s'agit pas de construire un État infiniment puissant, interventionniste et ennuyeux, puisque la société a heureusement appris à vivre sans lui, mais de démanteler l'iniquité d'un État antipopulaire et abusif, de le changer pour une administration simple mais respectable et active, qui sert la société à déployer ses possibilités et à affronter la nature riche et indisciplinée qui nous a correspondu. Un État qui ressemble enfin au pays, et qui est dirigé par une volonté nationale. Mais pour cela, l'état des privilèges, des simulations et des impostures, l'état de la corruption et du pillage, de l'insensibilité et du mépris du citoyen doit disparaître absolument et ne mérite pas la moindre considération. Ces fonctionnaires, ces autorités et ces politiciens ne sont que le produit des mauvaises habitudes d'une longue histoire, ils ne sont pas la cause mais la conséquence de l'état qui existe, tout comme l'état est la conséquence de la société que nous sommes et qui doit changer si nous voulons survivre. Ainsi, il est clair pour moi que ce n'est pas l'État qui peut changer la société, mais au contraire, la société qui doit changer l'État, non seulement son administration et ses fonctionnaires, mais aussi sa structure et sa logique. Mais pour cela, la société elle-même doit devenir une autre, et ce n'est que de l'initiative sociale non étatique que peut sortir cette nouvelle société, dont le fondement est la semence morale qui est en chacun, et l'insatisfaction et l'ennui que toute la société ressent déjà. La Colombie est aujourd'hui un pays où les pauvres ne peuvent pas manger, la classe moyenne ne peut pas acheter et les riches ne peuvent pas dormir. Ce n'est qu'en changeant notre façon d'être ensemble, qu'en convoquant la dignité de millions d'êtres et en les exhortant à être le pays, son visage, ses porte-paroles et ses finalités, qu'en donnant enfin leur place dans l'histoire à la majorité exclue et dégradée par une arrogance incroyable, nous pouvons nous réjouir d'un pays où il est à nouveau une source de fierté et de grandeur de vivre et de mourir. Ce que les sociétés modernes nous enseignent, c'est que nous sommes tous entre les mains de tout le monde. Jusqu'à quand les privilégiés se résoudront-ils à payer avec anxiété leurs privilèges, avançant dans les avenues entre des nuées de garde du corps, simplement parce que le pays dans lequel ils sont nés a cessé d'être une patrie et s'est hérissé d'ennemis? Combien de temps leur faudra-t-il pour comprendre que quelque chose ne va pas dans l'ordre social si les personnes âgées ne peuvent se promener paisiblement dans les parcs, si la disparition accidentelle d'un enfant dans un centre commercial produit une horreur indescriptible? Notre monde s'est raréfié, mais comment s'étonner si son histoire a été un processus croissant d'expropriation, non seulement des biens matériels mais de la dignité et de la condition même humaine de légions et de légions d'êtres? Si les fonctionnaires de l'État commettent des crimes, si les dépositaires de la foi publique pillent le trésor, si ceux chargés de défendre la loi et de veiller sur sa majesté ne s'y sentent pas soumis et la violent à volonté, comment exiger qu'ils se comportent en citoyens ceux qui grandissent dans l'abandon, formés dans l'amertume et le ressentiment, ceux qui n'ont rien à remercier de la société, ceux qui n'en attendent rien? Il est facile de déchaîner la censure et la désapprobation, mais un pays décent n'est plus quelque chose qui nous est dû pour la justice, mais plutôt quelque chose que nous devons mériter pour nos actions. Comme me l'a récemment dit un ami, repartir de zéro serait plus facile. S'il s'agissait de changer de gouvernement, ou de changer de fonctionnaire, ou de changer d'État, tout serait relativement facile. Ce serait un problème de campagnes électorales, ou de campagnes moralisatrices, ou tout au plus de grands changements constitutionnels. Mais ce qu'il faut, c'est quelque chose de plus large et en même temps de plus subtil, c'est de changer ce mode de notre être qui est le substrat sur lequel repose tout le désordre de notre nation. Et le principal héritage de notre être colombien a à voir avec ce qui nous caractérise le plus clairement depuis le début. La tarea más urgente de la humanidad en général est la tarea de reconocerse en el otro, la tarea de asumir la diferencia como una riqueza, la tarea de aprender a relacionarnos con los demás sin exiger que se pliguant a lo que somos o que asumant nuestra vérité. Face au fascisme qui ressurgissent aujourd'hui en tant d'endroits sur la planète, cette urgence se pose de faire en sorte que la diversité dont dépend la vie elle-même perdure dans le monde. Le triomphe d'un seul modèle, d'une seule voix, d'une seule vérité, d'une seule esthétique, d'un seul langage, est une menace aussi grande que le triomphe d'une seule espèce ou dans le règne végétal le serait dans le règne animal. Point le triomphe d'un seul arbre ou d'une seule fougère.
dans cette défense de la diversité, il y a place pour la lutte pour l'existence de nombreuses nations différentes, avec leurs différentes langues, avec leur culture, avec leurs vêtements, avec leurs dieux et, si vous voulez, avec leurs préjugés. Et ainsi le danger de l'hégémonie et de l'impérialisme est mieux vu. Au cours de la guerre des Boers en Afrique du Sud au tournant du siècle, Chesterton s'est déclaré partisan des nationalistes sud-africains au nom du nationalisme anglais. Accusé de trahison, il a répondu « Je suis un nationaliste ». Être nationaliste, ce n'est pas seulement aimer sa propre nation mais accepter que les autres aient la leur. Être impérialiste, en revanche, c'est au nom de sa propre nation vouloir prendre leur nation loin des autres. C'est dans cette lutte pour la reconnaissance de l'autre et son respect que s'inscrit la tâche singulière des Colombiens à notre époque. Car comme beaucoup de pays modernes et peut-être un peu plus, la Colombie est par excellence le pays de l'autre. Et tout son malheur a consisté dans l'incapacité de se reconnaître dans l'autre car l'autre est toujours différent, il n'est ni le frère, ni l'ethnie, ni le membre de la tribu, ni le coreligionnaire, ni le membre de la même classe sociale, ou du même parti. Chaque Colombien est l'autre, le différent, ce qui ne se confond pas avec moi. Cette individualité extrême est le fruit de toutes les tensions de l'Occident condensées en un seul territoire. De l'affrontement entre l'Europe et l'Amérique, de l'affrontement entre blancs et indiens, de l'affrontement entre catholiques et païens, de l'affrontement entre maîtres et esclaves, de l'affrontement entre métropole et colonie, de l'affrontement entre barbarie et civilisation, et de la impossibilité de savoir lequel est lequel, du choc entre péninsulaires et créoles, du choc entre la capitale et la province, du choc entre les citadins et les montagnards, du choc entre les riches et les pauvres, de l'affrontement entre les éduqués et les ignorants, de l'affrontement entre les fonctionnaires et les individus, de l'affrontement entre les Caraïbes et les Andins, de l'affrontement entre ceux qui sont un peuple et ceux qui ne le sont pas, de l'affrontement entre les fédéralistes et les centralistes, de l'affrontement entre les traditionalistes et les radicaux, l'affrontement entre les camandules roses et les Comecura, l'affrontement entre les libéraux et les conservateurs. L'affrontement entre les bandits et les bonnes gens, l'affrontement entre les forces armées et les subversifs, des disqualifications longues et réciproques entre tous ces groupes qui se haïssent et se renient, sans savoir qu'ils ne sont que les héritiers et les perpétuateurs d'une malédiction ancienne, au pays des haines héritées et des pédagogies de l'intolérance et le ressentiment. Chaque Colombien est l'autre, et devra se battre contre son propre cœur pour être un peu plus généreux, un peu plus tolérant, un peu plus sympathique, un peu plus hospitalier. Si nous ne le faisons pas, nous continuerons d'être le pays mélancolique où être intelligent consiste à être malin, c'est-à-dire capable de tromper l'autre sans scrupule, où être noble, c'est être idiot, où se différencier des autres, c'est attiser les commérages, et où une sorte de fascisme sombre et tapis continue de se nourrir de haine et d'exclusion. Bourges parle des hydrographes qui affirmaient qu'un seul rubis suffit à dévier le cours d'un fleuve. Une seule chose suffirait pour que la Colombie passe à l'inimaginable. Il suffirait que chaque Colombien devienne capable d'accepter l'autre, d'accepter la dignité de ce qui est différent, et de se sentir capable de respecter ce qui ne lui ressemble pas. C'est le changement à la fois vaste et subtil dont je parlais. C'est peut-être la seule révolution dont la Colombie a besoin. Terminé. Ce qui manque en Colombie. William Aspinall.